Coucou Judy. Coucou Elodie. Et je viens de te perturber parce que j'ai dit coucou. Oui, comment tu as su? Je l'ai vu à ton sourire. Ce n'est pas la bonne chose à dire. Bienvenue, chers auditeurs, dans ce nouvel podcast. Waouh, Oh. Nouvel épisode de podcast hors d'œuvre, qui est un hors-série. C'est un nouvel épisode de hors d'œuvre. Voilà, c'est aussi très bien. C'était plus efficace, je crois. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, Elodie est fatiguée. J'ai l'impression qu'on dit à chaque fois en ce moment que on est fatigué. Oui, Mais bon, mais en on même est temps- très heureuse d'enregistrer cet épisode, qui du coup est un hors-série un peu spécial, et c'est le principe d'un hors-série. c'est une vidéo un peu spéciale. C'était les youtubeuses dans les années 2010. C'est Qui vrai. faisaient tous Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale. Et tous les jours, c'était une vidéo un peu spéciale. Ouais, voilà. Bah là, c'est tous les jours un podcast un peu spécial. Exactement. On est le podcast un peu spécial de votre rue. C'est pas du De tout votre quartier. de votre quartier. Voilà. Waouh. C'est comme Spider-Man, c'est la gentille petite araignée de ton quartier. Et bah voilà. Mais nous, on n'est pas des araignées, on est un podcast du coup. Ça va être laborieux, je crois. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que c'est un hors-série. Je vais le redire 15 fois, mais c'est pas grave. On a Au cas où. décidé de vous parler de nos coups de cœur du moment, histoire de partager aussi des choses qui nous animent. Tout à fait. Qui nous animent au quotidien, qui nous font vibrer, qui nous... Je sais pas. Alors, je pense que ce sera quasiment tout aussi chaotique qu'un épisode normal, sauf que cette fois, on vous parlera de plusieurs choses et on spoilera. Est-ce qu'on spoilera autant? Non, on spoilera pas. On spoilera moins. Moi, je peux pas promettre de pas spoiler parce que c'est très dur pour moi de pas spoiler. Mais On essaiera de pas spoiler et au pire, s'il y a un gros spoil, on le coupera au montage parce que exactement. Et là, c'est plus pour encourager à aller voir. c'est vrai. Est-ce que t'as un coup de cœur littéraire, toi, Ouais. ce mois-ci? Moi, alors, ce mois-ci, c'est même cette année 2023, j'ai un Mm. méga coup de cœur. Alors, il est pas récent parce que je crois que le premier tome a été republié en 2019, 19, non? je crois. Je sais plus. Je Ouais. suis désolée, c'est ça. Moi, je veux vérifier parce que J'ai pas mon portable pour vérifier. Attends, je vérifie. Ouais, 2022. Donc en fait, non, c'est assez récent. Ah ok, je sais pas pourquoi j'étais persuadée que Mm. la réédition était plus récente. C'est pour la ligne Elle était verte plus vieille. que ça a inspiré. Ah ouais, Ça m'étonne, tiens. tu l'as vu la ligne verte? Oui, je l'ai adoré, c'est un de mes films préférés, je pense. Alors, du coup, je voulais vous parler, moi, de mon coup de cœur littéraire qui est Blackwater. J'ai commencé, du coup, à les lire en janvier 2023, mais ils sont tous déjà sortis parce que, donc, c'est Michael McDowell, je crois. Je peux pas te dire. Je vais regarder. On a toujours toutes les infos. Hein. Toujours. Mais c'est surtout, c'est la prononciation, en fait, qui coince. Et là, j'avais réussi. McDowell. Donc Michael McDowell, qui est en fait un scénariste et écrivain américain qui a vécu et qui a été très actif dans les années 70 et 80. C'est les co-auteurs de la comédie musicale Beetlejuice. Ah, j'aime bien Ouais. Beetlejuice. Et je connaissais pas. Ah bon? Non. Mais je suis pas très... Tim Burton, un truc comme Bah, ça. je suis Tim Burton, ça va, mais je suis pas très comédie musicale, donc je suis peut-être passée à côté accessoirement. Je croyais que c'était plus comédie musicale que moi. Pas tant que ça, hein. Mais Beetlejuice, j'ai pas le souvenir que c'était une vraie comédie musicale. Ou alors c'est un film et c'était... C'est un film, mais il y a des trucs musicaux dedans. Hein, mais... Ça sort en ce moment en comédie musicale. C'est Oui. ça le truc. Ok, bah Oh, ouais, parce waouh. que c'est un film, c'est pas une comédie musicale. À hors d'œuvre, je suis sûre qu'on vous a manqué pour notre manque fou de précision. Donc pour le film Beetlejuice. Donc pour le film Beetlejuice, en fait, ce sont des petits livres, donc ça se lit très vite. C'est une saga familiale, ça suit le parcours d'une famille qui s'appelle les Casquets, ou les Casquis, ou les Casquis, parce que je ne sais pas prononcer les noms anglais, c'est bien J'imagine que connu. c'est Casquet ou Casqui. Moi je pense que c'est Casquet, je lis comme Casquet.
Mais je suis encore traumatisée du Jason, donc... Et du bas de bois. Et du bas de bois. Et du coup, ils habitent tous dans la charmante petite ville de Perdido, qui est à la confluence entre la Perdido, qui est une vraie rivière, et la Blackwater, qui est une rivière inventée. Et l'histoire commence par une crue, donc la ville est complètement recouverte d'eau. Et comme par hasard, on retrouve une jeune femme, Eleanor, qui vit sa meilleure vie dans une chambre à moitié inondée et qui n'était pas au courant qu'il y avoir une crue. Et à partir de là, on sombre dans une ambiance assez particulière. On sait qu'il y a quelque chose de fantastique, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et surtout, c'est toujours amené d'une manière très particulière qui donne l'impression qu'on a halluciné ou que c'est la perception du personnage sur le moment T et pas forcément la perception d'une personne objective. Et c'est assez particulier comme lecture parce que ça fait très rapportage de faits. On a l'impression de... Enfin, on a un narrateur qui est très extérieur, qui prend pas de part derrière les personnages. Donc il est très neutre, mais du coup cette neutralité donne un peu l'impression qu'on est en train de lire un rapport. Le 3e tome, je trouve, fait déjà un peu plus roman que les 2 premiers. Mais l'ambiance est absolument incroyable et c'est typiquement le genre de livre que j'aime bien parce que généralement je suis pas très fantastique, surtout quand il y a moyen de me faire peur. Et, et là pour le coup, il y a quelque chose de très crasseux, très boueux, comme Deux Rivières. Voilà, ça c'était pour la petite image bonus. Et je le recommande vivement à tous ceux qui aiment bien justement plus des romans à atmosphère que des romans à histoire. Parce qu'en soi, il se passe que très peu de choses, puisqu'on suit surtout le quotidien de personnes aux États-Unis, de personnes aisées. Donc il se passe très peu de choses, mais il y a cette guerre de clans dans cette atmosphère début des années 1900. Qui est très particulière, qui est très sombre, avec juste ce qu'il faut de fantastique pour pas trop tomber dans des choses qui n'ont plus aucun sens, tout en gardant l'espèce de doute de est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. Mais du coup c'est du fantastique, je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était de la fantasy. Non, c'est du fantastique. Alors, okay. Mais ça a été un peu marketé, non, fantasy? Ça a été un peu marketé fantasy. Mais, et c'est là que je vais faire chier mon monde, pour moi il faut faire une très nette distinction entre fantasy et fantastique dans le langage, parce qu'on peut pas traduire fantasy, Y à la fin, par fantastique, parce que fantasy ça implique qu'il y a un véritable changement d'univers avec des choix qui sont concrets, la magie, le fantastique, c'est plus ça s'ancre un peu dans le quotidien. C'est ça. Le fantastique, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le quotidien et surtout l'envahir peu à peu, tout en gardant le bénéfice du doute de si ça se trouve, ce ne sont que des hallucinations, ce n'est qu'un rêve. C'est mes cours de français de 4e. Voilà. Et exactement. Moi, ce que j'ai envie de dire, si vous avez, pour ranger quelque part, Blackwater, les Blackwater dans une catégorie, c'est du fantastique. Et je trouve qu'on retrouve un peu cette patte. Des atmosphères des écrivains du 19e siècle. Ok, c'est stylé. Voilà. Donc je le recommande vivement, chaudement, boueusement pour rester dans le thème. Maintenant que je sais que c'est plus du fantastique que de la fantasy, ça me donne plus envie parce que j'ai le 1er tome depuis un bout de temps. Ouais. Et comment dire, c'est pas que j'aime pas la fantasy parce qu'il y a des choses, il y a des romans dans le fantasy que j'ai beaucoup aimé, mais c'est moins les univers vers lesquels je me dirige. Et alors que le fantastique, j'en lis beaucoup. Ça me hype un peu plus. Si je peux te pousser encore un peu plus, ce que je dirais, c'est effectivement la partie fantastique. Elle pourrait pencher un tout petit peu vers la fantasy, mais c'est toujours ramené d'une manière ou d'une autre à la réalité crasseuse de l'âme humaine. Donc, effectivement, il va y avoir des moments où on va vraiment rentrer dans quelque chose qui pourrait être de la fantasy, mais pour moi ça reste du fantastique parce que c'est pas suffisant, c'est pas assez pour basculer et c'est bien trop souvent ramené finalement à des thèmes presque ésotériques, j'ai envie de dire. Je te dirai ce que j'en pense du coup parce que je l'ai depuis un bout de temps dans la bibliothèque, donc je pense que c'est un des prochains. D'abord je dois lire Le Prieuré de l'Oranger et après je le lirai. C'est bien. Et donc toi, Julie, un petit coup de cœur littéraire à nous partager? Alors oui, mais il est pas tout à fait fini, il me reste encore 100 pages. Mais là, ce mois-ci, j'ai lu Pachinko. Enfin, j'ai commencé à lire. J'ai presque fini de lire. Je l'aurai terminé fin avril.
Du coup, Pachinko, c'est un roman, aussi une saga familiale, mais cette fois-ci en one shot, genre c'est un tome, sur l'histoire des Coréens pendant la deuxième... Enfin, ça commence en 1920 et quelques, je crois, mais c'est surtout sur la deuxième moitié du XXe siècle, et c'est les Coréens qui ont immigré au Japon, en fait. Et à quel point c'est une histoire beaucoup de discrimination, du coup, d'inégalité sociale et d'ascension sociale aussi, même si c'est pas évident dès le début. Et en fait, on va suivre principalement au travers du regard de Sonia, qui sera donc jeune fille, mère, grand-mère pendant le livre, cette histoire des Coréens au Japon. Voilà, et on va aussi un peu suivre à travers les personnages en fait qui l'entourent. Donc il y aura ses fils, il y aura même l'entourage des fois de ses fils, où il y a des chapitres sur eux. Et on va traverser de plusieurs années, en fait, comme ça je crois une 50aine d'années, au travers en fait de leur point de vue. Ok. Voilà. Et donc c'est vraiment avec une... D'habitude je suis pas très saga familiale, je suis pas très roman historique non plus. Donc ça avait pas forcément tout pour me plaire de base. Et pourtant il y a quelque chose dans la plume. C'est une plume très douce et très sensible. Qui se lit toute seule, genre c'est pas pompeux, c'est pas des fois je trouve que les romans historiques, alors c'est peut-être un a priori, mais de ce que j'avais lu moi quand j'étais un peu plus jeune, c'est beaucoup de grands discours, de grands mots et tout. Là ça se lit tout seul, et j'aime, enfin tu t'attaches vachement en fait aux personnages, même s'il y en a certains qui vont avoir une place plus importante que les autres. Et c'est beaucoup sur la désillusion, sur les espoirs, il y a tout un truc aussi un peu sur le rêve américain et tout. Donc voilà. Je le conseille. C'est marrant, ça me fait penser à un livre que j'ai lu aussi, justement sur la Corée, au travers là du coup, c'est pas une saga familiale, c'est le pitch, c'est une femme qui a à peu près la trentaine, voire l'approche de la quarantaine, qui a eu un enfant, et elle est à une célébration avec sa belle famille, et quand elle rentre, elle fait une espèce de crise où elle se prend pour sa mère. Et juste après cet épisode, on retrace toute la vie de cette femme, depuis sa naissance jusqu'à le moment où on commence le récit. Et en fait, le livre va prendre le parti de raconter comment la société coréenne évolue par rapport aux questions de la femme, tout en montrant toutes les inégalités que cette société entretient entre les deux sexes. Et le livre était un peu plus, je trouve, compliqué à lire, parce que ça a beau être formulé comme un roman, on passe quand même sur des longs passages où l'auteur explique. Presque à coup de stats, parfois vers la fin il y a des stats du style en 2017 tant de ok, ouais, il y a un petit côté presque témoignage, c'est ça, presque essai. Je vous mettrai le titre de ce livre dans la description si jamais ça vous intéresse, parce que mine moi, de ça rien m'intrigue, du coup. La lecture était très intéressante. C'était une pote du travail qui me l'avait conseillé et qui me l'avait prêté. Donc on a fait un échange. Moi je lui ai prêté le premier tome de Blackwater, et elle m'a prêté du coup ce livre qui est tout fin aussi, pareil, il se lit très vite. Pachinko il se lit pas vite. Ouais, par contre, Pachinko ça a l'air d'être un beau pavé. Ouais. Mais un beau pavé très intéressant visiblement. Ouais, et du coup c'est ouf comme du début du tome, c'était loin, enfin c'est normal, ça traverse les années, mais il y a un moment où je me suis arrêtée, d'un coup j'étais là, ah ouais, maintenant ils ont déjà, donc lui qui n'existait même pas au début du tome, il a déjà l'âge là, ah oui, d'accord. Ouais, tu fais des grands sauts dans le temps. Ouais, ça m'a rendu nostalgique, et en même temps tu le ressens pas tellement comme des gros sauts dans le temps, enfin oui, donc c'est très bien amené en fait. C'est bien fait. Donc, est-ce que ça se rapproche de l'histoire familiale de l'auteur, tu sais ça, ou il me semble que l'autrice a effectivement une histoire, enfin qu'il y a une inspiration là-dessus, puis que surtout elle l'avait vu elle avait assisté à une conférence sur justement les Coréens qui étaient au Japon et tout. Ok. Et je crois que c'est ça qui l'a intriguée, et il me semble qu'elle était concernée, du coup après elle a fait ses recherches et tout. Et donc voilà, je le conseille.
Bah du coup, vu qu'on a commencé par moi pour les coups de cœur littéraires, est-ce que en ce moment, Judy, tu as un coup de cœur audiovisuel? On va rester dans la Corée. Je suis moins, là c'est un peu un guilty pleasure. Okay. Mais j'aime quand même bien. Alors, récemment, sur MyCanal, je suis tombée... Alors, il faut savoir que des fois, après le travail, j'ai besoin de mettre en pause mon cerveau. Et pour moi, regarder une série ou un film, c'est pas vraiment mettre en pause mon cerveau. Parce que, peut-être c'est à cause de mes études, mais je suis pas sûre, c'est juste que je suis dedans, tu vois. Donc, puis j'analyse un peu, mais sans faire exprès. Et puis, je peux pas déconnecter complètement mon cerveau, sauf si j'aime pas ce que je regarde. Donc, il m'arrive de temps en temps de regarder un peu de télé-réalité nulle pour déconnecter mon cerveau, parce que justement, j'ai pas besoin d'être très concentrée. Non. Et sur MyCanal, récemment, je suis tombée sur une série qui s'appelle Exchange. Et donc, qui est une télé-réalité, un K-drama, comme on dit, coréenne. Et que j'aime sincèrement bien, surtout la première saison, parce qu'après, j'ai regardé la deuxième saison, je me la suis procurée de façon très légale, on va dire. Non, j'ai vu les 2 saisons, et vraiment, c'est la première saison que je recommanderais. Donc, celle qui est trouvable sur Canal+, enfin, sur le MyCanal. Comment résumer ? On voit que je suis chaotique quand je dois résumer les choses. Non, mais c'est pas grave. Je trouve pas que t'es très chaotique. Moi, je vois que mon cerveau, il prend des branches. Et là, branche là. Ah non, on revient en arrière. L'autre branche. Et du coup, c'est un dating show. Donc, le concept, c'est qu'il y a des ex qui se retrouvent dans la même maison. Plusieurs ex, tu vois. Enfin, plusieurs... Parce que moi, je pensais que c'était des inconnus. Non, en fait, en gros, il y a des pairs. Tu vois, il y a 4 couples différents, 4 ex-couples différents qui se retrouvent sous le même toit et ils n'ont pas le droit de dire qui est leur ex. En tout cas, dans le premier temps. Et en même temps, ils doivent... En gros, un peu le choix de la fin, c'est est-ce qu'ils vont se remettre avec leur ex ou est-ce qu'ils vont aller avec quelqu'un d'autre ou est-ce qu'il y en a qui se retrouvent aussi avec personne. Ça veut dire qu'en tant qu'ex, t'acceptes quand même d'aller dans une maison. C'est horrible, hein, comme... Mais ils sont d'accord. Oui, c'est normalement, ils sont censés être d'accord. Il y en a pour certains où c'est dur. Hein, ouais, les pleurs, ça y va. Hein. Donc c'est un peu triste. Mais du coup, voilà, ça c'est le concept de base. Donc ça a l'air d'être une télé-réalité, tout ce qu'il y a de plus classique. Même si on sait que les télé-réalités genre coréennes, on va dire c'est pas du tout pareil que les françaises ou américaines, dans le sens où, déjà, eux, s'ils se tiennent la main, c'est un peu foufou, tu vois. Genre, on va pas... ils sont déjà là en mode... Oh, ils sont tenus la main. Ah bah. Du coup, voilà, c'est pas le même... exactement le même rythme. C'est pas non plus les mêmes gens qui y vont. Dans les télé-réalités coréennes, en général, c'est des gens qui sont quand même dans des milieux assez artistiques, mais pas toujours. Et qui ont quand même une bonne carrière. Pas mal... qui sont, on va dire... assez intelligent, genre la réussite sociale en voilà. fait. Ouais. C'est quand même plus un peu les... On va dire c'est pas les mêmes influenceurs qu'on a nous en France. Ok. Donc c'est pas du coup la même ambiance. D'accord. Et voilà, donc le concept ça a l'air tout ce qu'il y a de plus banal par contre. Mais il y a quelque chose de cool, d'intéressant je trouve dans et qui m'a surprise en le regardant et qui a fait que je me suis dit putain en fait c'est vachement bien. C'est que c'est filmé de manière très lente et cinématographique et contemplative. Okay. Donc faut dire déjà une des scènes d'ouverture, c'est tu les vois en fait discuter avec leur ex, sauf que toi non plus au début tu sais pas qui est leur ex, et en fait c'est une table à un café et ils sont face à face et en fait les gens sans qu'il y ait de coupure et tout, ils s'échangent, donc tu les vois parler. Ouais. Comment dire, c'est une mise en scène où tu les vois parler entre eux et en fait d'un coup ça change de personne en face et il y a la même personne là et puis ça change de personne en face, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Est-ce que en gros c'est tu vois pas la coupure au montage, mais c'est comme s'il y avait une coupure et c'est juste des gens qui changent. Ouais, c'est un peu ça. C'est presque, t'as presque l'impression d'une surimpression, mais c'est pas une surimpression. Ouais. En fait c'est 2 plans différents, parce que dans un des plans c'est pas les mêmes personnes. Il y a pas de transition entre les plans. T'as une impression de continuité. Ok. En fait entre les plans, et du coup ça fait quelque chose de très poétique. C'est le montage invisible. Ouais, complètement. Ouais. Mais en plus original, tu vois. C'est pas là, parce que là, tu vois qu'il y a du montage, du coup, vu que ça change. Et du coup, ça fait quelque chose de très poétique, un peu éthéré. Tu sais, un peu... t'as l'impression que c'est un rêve, que c'est irréel. Et il y a beaucoup, sinon dans la manière de filmer, de gros plans sur les visages. C'est très intime. C'est comme si c'est très très long comme rythme. Il y a plein de trucs sur les paysages.
t'as presque l'impression, tu sais, de voir un petit peu un vlog cozy lifestyle, mais tu sais, de youtubeurs indépendants qui prennent leur temps et tout. Et donc c'est très long, hein. Par contre, c'est 15 épisodes de plus d'une heure chacun. Mais il y a cette façon de filmer qui est très originale, qui fait que ça a un intérêt. Ouais. Et faut dire aussi, j'étais un peu happée par le truc et j'ai pleuré beaucoup devant. Oh non. Les ex ils s'aiment encore, mais c'est plus possible. Voilà, du coup... J'aime beaucoup. Du coup, il y a eu ça. Et sur une note un peu plus... Mais je vais pas développer dessus du coup, mais un peu plus... un peu moins guilty pleasure. Un peu moins de télé-réalité. J'ai vu Fableman au cinéma l'autre jour. Du coup, de Steven Spielberg. Et c'était vachement bien. Voilà. Ok. Je vais pas développer. Non, je sais pas si je développe ou pas en fait. Non, je vais pas faire de coup de cœur. Mais moi je pensais honnêtement en glisser deux finalement. Donc si tu veux parler un peu de Fableman. Peut-être après. Ok. Vas-y. Alors du coup, moi il y a une série et je les mets ensemble parce que c'est sur la même thématique, une série documentaire. Alors pour la deuxième partie, je parlerai pas de coup de cœur, mais je parlerai d'intérêt, surtout pour le documentaire film. Mais il y a une série documentaire et un documentaire film. Mais du coup, j'en parlerai encore après. Ça, c'était pour le teasing. Me remerciez pas. Du coup, moi, mon grand coup de cœur en termes de série en ce moment, c'est une série d'animation. Je vous en ai déjà touché quelques mots dans l'épisode spécial sur les JDR. C'est Vox Machina. Dans l'autre hors-série. Ouais, enfin The Legends of Vox Machina, qui est disponible sur Prime Video. Et qui est pour moi, honnêtement... une des meilleures séries, alors je dirais pas en termes de forcément de qualité ou de storytelling, mais une des meilleures séries que j'ai vues. C'est je pense une de mes séries préférées. Il y a 2 saisons qui sont sorties pour le moment et je pense qu'on va partir sur une saison 3 facilement, voire même une saison 4, puisque pour petit rappel, le Vox Machina, donc c'est une campagne d'actual play qui a été réalisée par un groupe de voice actors, donc de doubleurs américain. Et donc chaque personnage a sa propre voix, son identité. Et moi j'ai un peu regardé du coup l'actual play après avoir vu la première saison. Et c'est impressionnant parce qu'en fait ils font tout, du débruitage à la musique, aux voix des autres personnages. Enfin c'est d'une richesse et c'est juste... Moi j'ai regardé l'actual play, j'ai pas encore vu la série mais j'ai regardé l'actual play. Et je trouve que c'est une pépite à regarder parce qu'en fait ça s'écoute quasiment plus que ça se regarde. Mais c'est très très chouette. La série reprend dans les grandes lignes de la campagne. Je pense que ça va être les grands moments forts parce que moi je suis pas encore très avancée dans l'actual play. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà je trouve l'animation plutôt chouette. Elle est pas complètement fluide, mais elle a un côté très 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 sympa. Une identité visuelle, je trouve, différente de ce que j'ai l'habitude de voir, en tout cas personnellement. C'est ça. Et en fait, alors c'est pas tout le temps, mais de temps en temps, il y a vraiment des petits moments de réalisation ou d'idées de mise en scène qui sont très très bien pensés. Je criais au génie dans la rue tout à l'heure quand on discutait avec Judy. Je spoilerai pas parce que là, pour le coup, ça reste un gros spoil que Judy a accepté de se faire spoiler pour me décharger de ma conscience. Pour te dire non, ne le fais pas pendant le podcast. Mais pendant le podcast, je me retiens. Mais par contre, voilà, je trouve que sur ces 2 saisons, il y a des très belles images, il y a des très beaux moments de mise en scène. Souvent dans la manière dont les personnages vont être placés, dans la manière dont le son va intervenir, parce que le son reste une identité très importante puisque à la base ce sont des doubleurs. Et pour le coup, je ne peux que la conseiller en VostFR. Je déconseille de la regarder en doublé français parce que c'est tout le travail en fait de ces gens que de faire exister ces personnages via leur identité vocale et pas visuelle pour une fois. J'aime bien parce que je t'ai vraiment montré tu m'as montré la gorge. Regarde, c'est là Elodie. Et voilà, donc moi j'ai beaucoup rigolé parce qu'elle est très drôle. Ce que j'aime bien aussi, et je pense que ce sera ma grande conclusion, c'est que on a l'habitude souvent que la fantaisie, enfin de moins en moins, mais on a eu l'habitude pendant très longtemps que la fantaisie ce soit quelque chose de très noble, on ne dit pas de gros mots, on est souvent très classe et c'est le nain qui cumule toutes les tares et tous les défauts de l'équipe. Puis on a eu les Game of Thrones.
Oui, où là, c'est ça. Ouais. Où là, on vous met de la boue, du sang, du sexe et compagnie, mais c'est très sérieux. Non, c'est aussi boué. Mais boué. c'est boué, boueux. Mais c'est très sérieux. Du coup, ça se prend extrêmement au sérieux, et il faut aussi. Vox Machina ne se prend absolument pas au sérieux. Et donc, ça donne des moments extrêmement drôles. Oui. Ça me fait penser un peu au délire un peu Donjon de Nullbuck. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. En fait, je dirais que pour tous les grands fans de Donjon de Nullbuck comme moi, parce qu'il fut un temps où je pouvais réciter le premier épisode par cœur, et je n'ai pas honte, c'est, je pense, une excellente série. Pas de prise coup de tête, et elle gagne à être plus connue par le public français. J'aime. Et en plus, sur TikTok, il y a une super communauté avec des mèmes tout le temps partout. Et rejoignez-nous. Nous avons des cookies. J'adore. Voilà. Donc du coup, parlez-nous un peu plus de Fableman. Fableman, c'est comme tout un chacun le sait, peut-être pas en fait, le dernier film de Steven Spielberg qui a été vendu comme un film semi-autobiographique, en tout cas largement inspiré de sa vie, même si c'est pas son nom qui est pris dedans et c'est pas... il s'appelle Sammy, Sam, le personnage, et pas Steven, mais voilà. Donc, j'y suis allée, déjà ça fait un petit bout de temps maintenant qu'il est sorti, je crois qu'il est sorti en janvier. Janvier ou février? Je sais plus. Bon, en tout cas, il est sorti en début d'année. Ouais. Et là, on est en avril, il a dû sortir en février, je pense. Il est pas sorti en mars? En tout cas, il est sorti en février, je crois, chez nous. Et si c'est pas en février, bah tant pis. Voilà, l'approximation à hors d'œuvre, le podcast, c'est tous les jours, tout le temps, à toutes les heures. Et je m'étais dit que j'irais. Mais à chaque fois que je me disais, allez, je vais au cinéma, bah je choisissais soit d'aller voir autre chose, soit de pas y aller. Parce qu'en fait, je crois qu'il y avait une partie de moi qui avait un peu... déjà, j'aime pas trop les biopics. Je dis beaucoup ce que j'aime pas dans cet épisode. Oui. Alors que c'est peut-être un épisode alors qu'en fait, j'aime beaucoup de choses. Ouais. Mais on va dire que, pareil, comme les romans historiques, les biopics, ce n'est pas l'univers... Enfin, le format que je préfère, même si j'ai beaucoup aimé certains biopics, ça n'empêche pas. Mais... Voilà, c'est pas... je vais pas avec le plus grand des plaisirs en général. Donc déjà, il y avait ça. Et il y avait le fait que... en ce moment, je suis un peu lassée du cinéma très hollywoodien. Et que Steven Spielberg, c'est vraiment l'incarnation de base du... il fait partie du Nouvel Hollywood, non? Oui. Ou c'est un peu après? Non, il fait partie du Nouvel Hollywood. Voilà, et maintenant, c'est un peu une des références en termes de cinéma hollywoodien. Donc, même si j'aime bien ces films à Spielberg, en vrai... j'étais pas trop sûre de ce que j'allais en penser. J'avais peur que ce soit, tu sais, émotionnel, mais en mode too much, je sais pas comment expliquer. En mode gnangnan, mièvre. Ouais. Alors des fois ça l'est un peu, mais ça reste très touchant. Et j'étais surprise en fait d'à quel point je l'ai apprécié sur le coup, parce que déjà il était très drôle. Il y avait vraiment des moments dans la salle. Il y avait beaucoup de monde d'ailleurs dans la salle pour une fin. Bientôt il sera plus diffusé, je pense, à l'UGC. Et il y avait beaucoup de monde. Et il y avait vraiment beaucoup de rire. Et en même temps, il était très émouvant. J'ai pleuré, j'avoue. Voilà. Et la manière de filmer, je trouve qu'elle change de ce qu'il fait d'habitude. Pas forcément de ce qu'il fait d'habitude, mais en tout cas de ma vision à moi de son cinéma, en fait. D'accord. Si ça se trouve, il filme comme ça et je m'en étais juste pas rendu compte parce que c'était pas ça que je regardais quand je regardais du Spielberg. Mais il y a plein, pareil, encore une fois, ça c'est un truc que j'aime bien, hein, je l'ai dit avant. J'adore, il y a beaucoup de gros plans. En fait, t'as l'impression vraiment d'intimité aussi très forte. De beaucoup de discussions à cœur ouvert et en même temps avec des non-dits, des choses que tu vois et qui sont pas clairement dites. Ça, j'aime bien aussi. Ok. Et donc, tu retraces la vie de Sam. Je crois c'est à peu près... quand il est enfant, donc il va avoir 7-8 ans au début, peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus, ouais. Jusqu'à ce qu'il entre... il a la fac à la fin, puis justement il arrête la fac à la fin. Ok. Pour essayer de se lancer dans le cinéma. Et déjà les acteurs ont été très bien choisis. Ils sont excellents, mais j'ai pas les noms sous les yeux, donc je vais juste dire que les acteurs sont jouent très très bien. J'aime beaucoup l'acteur qui fait le père. Ok. Et la mère aussi, hein, c'est tout en émotion. Et l'histoire, elle est assez dure en fait. Tu vois toutes les
difficultés de la famille. Et en même temps, en fait, il est partagé justement entre sa famille et le côté un peu terre à terre. Et avec son père qui lui dit que le cinéma, c'est pas une carrière, tu vois. Et donc il est partagé entre ça et son rêve. Et il va souvent faire des choix un peu égoïstes. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de jugement en fait sur qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce qu'il faut vivre comme son père qui est un homme très très bien, très terre à terre, très gentil, en même temps qui a des idées assez carrées, arrêtées, et en même temps sa mère à lui qui est complètement dans l'art, dans l'émotion, mais qui du coup a du mal des fois à garder complètement les pieds sur terre et qui a du mal avec sa santé mentale et avec sa famille aussi en fait. Donc voilà, je trouve que c'est finalement, alors que j'y suis allée un peu à reculons, je n'ai pas du tout regretté d'y être allée. Ouais, voilà. Ok. Moi, c'est pas aussi joyeux et plein de bonne humeur. C'était pas très joyeux en vrai comme film. Mais moi, je vais atteindre des degrés de non-joyeuseté assez fous. En fait, j'ai commencé à regarder ça parce que on a Disney+ sur notre ordinateur au travail, qu'on utilise pendant les pauses uniquement. Pendant le travail tout le temps. Oui, pendant le travail tout le temps. Pendant que les enfants se bagarrent, nous on regarde Aladdin et les 40 voleurs, quoi. J'adore. Donc on a installé Disney+, et en fait, moi ce que j'aime bien quand je suis d'astreinte entre midi et 2 au travail, c'est de me faire des documentaires. Sauf que les documentaires Arte, je commence à les avoir tous épuisés. En tout cas, les documentaires d'histoire. Et je m'étais dit, tiens, je vais aller voir sur Disney+, les documentaires, vu qu'il y a National Geographic sur Disney+. Et ils ont une série de documentaires qui s'appelle un truc du style Le jour de l'histoire qui a basculé ou un truc comme ça. C'est très mal repris, mais c'est l'idée. Et ils ont du coup sorti une série de 6 épisodes d'entre à peu près 42 minutes chacun sur les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Donc le World Trade Center et l'attaque du Pentagone. Tu m'en avais parlé en fait quand tu l'as vu. Ça y est, je resitue. Et il faut savoir que toi et moi, on avait 2 ans à cette époque-là, donc je pense que nous... Même pas encore 2 ans. Hein. Même pas encore 2 ans, donc je pense... si, on avait 2 ans, mais c'était en septembre, bah oui. Ouais. Toutes les deux. On avait 2 ans, ouais. Et donc pour nous, c'est quelque chose qui a visiblement changé l'ordre mondial, mais qui ne nous a pas spécialement impacté dans nos vies de tous les jours. Toutefois, tous les adultes qui ont capté au travail que je regardais ça, ils y sont allés de leurs petits commentaires du style « Moi, je me souviens exactement d'où j'étais ». Et donc après, je me suis, entre guillemets, amusée à demander à tous les adultes autour de moi qui avaient suffisamment d'âge pour s'en souvenir. Et chacun pouvait me dire précisément ce qu'il faisait, ce qu'il a pensé, ce qu'il a traversé à ce moment-là, alors qu'on est en France, donc techniquement, on est loin de tout ça. Bref. Et en fait, ce documentaire sur Disney+, est assez intéressant. En gros, il y a un mélange d'images d'archives et d'interviews, soit de pompiers, soit d'aides-soignants ou de soignants, soit de rescapés. Et ils reviennent en fait sur les minutes du drame. Alors c'est un côté assez américain pour le coup, dans la mise en scène, même dans les choix d'extraits d'images d'archives qui vont être montrées. Et en fait, j'ai voulu compléter ce visionnage par le documentaire 9/11 qui a été réalisé réalisé à l'époque. C'est dur à dire comme ça. En fait, c'est un courant du documentaire que je trouve très intéressant parce que c'est, je vais me tromper, c'est du cinéma direct, on est d'accord. Quand c'est du documentaire... Redis-moi. C'est, tu sais, en fait, c'est du documentaire. C'est sur le vif et pas trop mis en scène. Je dirais que c'est du cinéma direct, effectivement, mais j'ai aussi une incertitude. Mais on va dire que c'est du cinéma direct. Voilà, on va dire que c'est du cinéma direct, pour la faire simple. Et si un jour quelqu'un de la fac nous écoute, désolé. En fait, à la base, 2 Français, donc c'était 2 frères, étaient aux États-Unis dans une caserne de pompiers pour filmer l'entraînement d'une recrue. Et donc ils avaient fait tout le parcours d'entraînement des futures recrues et ils en avaient sélectionné une parmi les 50, 60 recrues de ce cru-là
pour le suivre en fait dans ses premiers mois de formation au sein d'une caserne à New York. Et il s'avère que ce type a entre guillemets pas de chance parce qu'il n'y a aucun feu qui se déclare. Donc en fait il passe sa vie à aller de fausse alerte en fausse alerte sans jamais obtenir quelque chose qui fasse de lui entre guillemets vrai pompier. Et c'est les premières images en fait des attentats. Et surtout, il y a un des frères qui s'est retrouvé avec du coup les pompiers sur place dans les tours, dans la première tour du World Trade Center. Et en fait, on balance constamment entre les deux points de vue avec. Je crois que ma mère elle a regardé ce documentaire, elle a pleuré. Je pense que pour nous qui avons énormément de recul parce qu'on était trop jeunes pour se rendre compte de l'impact. Presque irréel aussi. Voilà. Et pour des gens qui l'ont vécu, qui l'ont vu à la télé en direct, parce que nous, on voit ces images, on nous dit que c'est du direct, et on le sait que c'est du direct, parce que là, on est sur un documentaire pris sur le vif. Quand on le regarde, on a 20 ans maintenant, je crois, de distance avec. Oui, plus de 20 ans. Plus de 20 ans maintenant, ouais. Alors que... Bientôt 22 ans. Bientôt 22 ans. Alors que pour ceux qui sont plus âgés que nous, qui s'en souviennent très bien, c'est des images qu'ils ont vues et qui, ma mère me disait, ça a été répété des semaines et des semaines à la télé. Ils en ont eu pour des mois et des mois en fait de revision de ces images. Donc un climat tout particulier. Et en fait je trouve que ce documentaire il est très intéressant déjà par rapport au format que c'est, parce que finalement c'était censé être un documentaire sur un pompier et ça devient au fur et à mesure un documentaire sur un attentat. C'est moins pénible à regarder que c'est dur à regarder, je dis pas le contraire, mais c'est moins pénible à regarder que les documentaires de la National Geographic, parce que dans le 9/11 en fait tous les pompiers de la caserne s'en sortent, et ça, c'est une des rares casernes où ils sont tous sortis, ils sont tous revenus vivants. Donc forcément on a moins comme on suit un peu plus ces personnages de près, vu qu'on a toute une première partie qui était censée être le documentaire original, on s'y attache, et quand on sait qu'il va y avoir ça, t'as peur on a peur qu'il y en ait un qui meurt, et heureusement non. C'est aussi très intéressant parce que c'est deux frères français qui font face à quelque chose qui ne les concerne pas directement, c'est pas leur symbole à eux, et pourtant ils doivent réagir à tout ça. Donc c'est un coup de cœur, je dirais pas, parce que je peux pas décemment appeler ça un coup de cœur, mais je trouve que c'est très important de regarder aussi ce genre de documentaire, plus le 9/11 que le National Geographic, si je peux me permettre de faire une échelle de qualité, enfin pas de qualité, mais de une échelle. Voilà. T'as le droit de faire une échelle de qualité. Je fais une échelle parce que c'est, je pense, aussi un moment très intéressant dans l'histoire du documentaire. Voilà. Donc effectivement plombant. Vive l'ambiance, ouf ouf. Je me sens très intelligente maintenant avec ma télé-réalité. Bah non, pas du tout. T'as vu comment t'as parlé de The Fableman? Tu crois que moi, avec mon Vox Machina en mode youhou, c'est des copains qui parlent avec leur voix? T'inquiète pas que je me perds aussi des fois quand je parle de trucs. Mais non, on est toutes les deux très intelligentes. Voilà, et du coup, ça a été en tout cas, ce National Geographic et le documentaire. Alors, le 9/11, je pense qu'il sera un peu dur à trouver. Parce qu'au départ je l'avais cherché pour le retrouver moi toute seule, et en fait il faut savoir que 9/11 je l'avais vu en 3ème, c'est ma prof d'anglais qui nous l'avait montré vers la fin de l'année. Je sais que je l'avais vu aussi en partie. Et du coup voilà, je suis allée lui demander, donc il y a une prof d'anglais qui possède le DVD potentiellement autour de vous. Je garantis pas du coup qu'il sera facilement trouvable, mais si vous l'avez sous la main, je vous le conseille vivement. Et attention, 9/11 le documentaire, pas 9/11 le film de 2006, qui est un poil plus hollywoodien pour le coup. C'est un film catastrophe. Alors non, c'est vraiment inspiré des événements, mais c'est comme tout inspiré d'événements de Hollywood.
Ok, ben je pense qu'on a fait le tour de nos coups de cœur audiovisuels qui se regardent. Maintenant, c'est nos coups de cœur audiovisuels qui se jouent. Oui. On va peut-être pas s'attarder trop longtemps parce que je pense qu'on a déjà beaucoup parlé, j'ai l'impression. De toute façon, moi je vais pas être trop longue parce que les jeux vidéo et moi en ce moment il y a beaucoup de choses. Mais il y a surtout Stardew Valley. Et je pense que beaucoup de gens savent à peu près maintenant ce qu'est Stardew Valley. Ouais, moi j'ai rejoué aussi un peu en début d'année. Pour les quelques non-initiés. Stardew Valley, c'est un jeu de gestion. Un cozy game de slash un peu RPG, slash un peu pêche. Maintenant, ah oui, c'est vrai. Maintenant on les classe, les Stardew Valley, trucs comme ça, dans les cozy games, donc les jeux confortables, entre guillemets. C'est ça. En gros, c'est des jeux devant lesquels on se prend pas la tête. Mais si vous voulez avoir une bonne idée de la recette Stardew Valley, on est mis sur un Animal Crossing, mis sur un Moonlight. Comment ça s'appelle ? Ah, les trucs des saisons là. Harvest Moon. Voilà, Harvest Moon. Et pour la partie combat, je dirais un... Dans Harvest Moon, il n'y a pas des combats aussi ? Non, je crois pas. Il y a déjà le concept du mariage et tout. Ouais, Harvest Moon, c'est le concept du mariage, du farming game, tu vois. Ouais. Et donc en gros, vous incarnez un ou une fermière qui... un ou une employée d'une méga corporation qui s'appelle Joja Cola. Enfin, Joja, pardon. Mais qui, très clairement, c'est Cola, quoi. Enfin, c'est Coca. Et qui se lasse de sa vie à la ville polluée. Et ça tombe bien parce que son grand-père vient de classer. Ouais. Et donc, on récupère une ferme. Et en fait, le jeu alterne entre des phases où il va falloir s'occuper de sa ferme, la faire évoluer, gagner de l'argent, et aller pêcher, aller à la mine et être copain-copine avec les habitants du village. Moi, quand j'y joue, j'adore courir après les habitants du village avec mes cadeaux dans la main pour qu'ils m'aiment. J'adore, tu sais, quand ils m'aiment, il y a les cœurs rouges là, j'aime voir les cœurs rouges. Alors que moi, vraiment, genre, je les sélectionne. Ouais. Et j'en ai genre 4 pour qui je fais des efforts et les autres c'est ciao. Moi je veux que tout le monde m'aime. Vraiment j'ai un truc de... Même ceux où j'en ai rien à faire, genre Pierre, tu vois, celui qui tient le magasin, je veux que tout le monde m'aime. Je suis une lèche-cul dans ce jeu, alors que dans la vraie vie je fais pas d'efforts. Mais dans les jeux, voilà, je suis en train de courir après les autres avec tiens, un poisson, je l'ai pêché pour toi. Oui, regarde. Voilà. Bah voilà, et puis en vrai c'est mon coup de cœur de mars 2023, début avril. En vrai c'est ton coup de cœur depuis des années, je crois, Stardew Valley. J'ai regardé récemment. Ouais. Alors c'est pas encore au stade des Sims ou de Skyrim, mais j'approche des 300 heures de jeu. C'est vrai ? Oui. Moi je sais pas sur quel jeu j'ai passé le plus d'heures. Moi c'est Skyrim, j'ai 700 heures de jeu dessus. Ouf. Ouais, bah moi je pense en fait les Sims, les Stardew Valley, sûrement que ça fait partie aussi de mes tops parce que c'est des jeux très chronophages. Oui. Mais en vrai, j'ai aussi beaucoup joué à tout ce qui est Persona, vu que je l'ai fait plusieurs fois et que déjà c'est un jeu long. Donc Persona 5. J'avais beaucoup passé de temps aussi sur Zelda, Breath of the Wild, enfin des trucs comme ça, voilà. Bah voilà, moi Skyrim je cumule depuis 2011, donc c'est normal aussi que ce soit haut. Et quand j'y joue, généralement j'y joue pendant des très très longues périodes sur des plages horaires un peu discutables. D'ailleurs, mais je pense que c'est moins pire en fun fact, moi je t'avais déjà raconté. Ouais, je pense que c'est moins pire. Mais fun fact pour Skyrim, et puis j'arrêterai là-dessus pour mon coup de cœur jeu vidéo. Récemment, j'ai eu une semaine où j'étais assez grognon au travail. Et puis le jeudi midi, il y a un élève qui vient discuter avec moi et qui me demande s'il joue au Assassin's Creed. Donc je lui dis oui, bon, j'ai essayé, mais je suis pas fan, j'en ai joué à quelques-uns, mais bon, sans plus. Et un autre qui dit, ah toi Elodie, je suis sûre que t'as joué à Skyrim. Comment il a su ? Et là, je le regarde et je dis, tu sais parce que je t'en ai déjà parlé ou tu sais parce que tu me connais beaucoup trop bien et que je suis transparente ? Et il me dit, non, mais c'est un de mes jeux préférés. Et je dis, c'est ton jeu préféré ? Et il me dit, oui, carrément. Et là, un élève de 3e, donc on parle de 2011, c'était encore un enfant, il avait pas l'âge de tenir une manette. Oh, j'étais émue. Il m'a fait tout l'historique du jeu et à chaque fois qu'il disait quelque chose, je pouvais juste que hocher la tête et dire oui, effectivement. Et ben, ça m'a refait mes 2 derniers jours de semaine de boulot. J'étais surexcitée. J'étais juste heureuse de savoir qu'un élève
son jeu préféré. C'était un jeu de 2011 qui était mon jeu préféré. Mais voilà, donc ça c'est c'était ma petite histoire coup de cœur autour des jeux vidéo. J'adore. Il faut que j'arrête de dire. Et toi, Jude? Alors, moi, ça aurait pu être Fire Emblem Engage, parce que j'y ai passé pas mal de temps là en début d'année. Sauf qu'en fait, je l'ai pas trop aimé. Genre, il est sorti en janvier. Et j'ai été un peu déçue parce que j'avais adoré Fire Emblem Three Houses. Et donc voilà, donc je vais pas trop en parler de Fire Emblem Engage. Mais du coup, je pense que ça a été un Stardew Valley-like, comme on dit. Donc c'est un jeu en gros qui ressemble à Stardew Valley. Et c'est Coral Island, qui est encore en accès anticipé. Mais là, ça fait un mois à peu près que j'y joue beaucoup. Ou pareil, j'ai ma ferme, mais cette fois sur une petite île tropicale. Et où je vais planter mes légumes, je vais à la mine, je vais faire de la plongée et nettoyer les océans. Ça c'est trop bien. Je vais nettoyer les océans, j'attrape des insectes et des poissons. Un peu moins des poissons, plus des insectes. Et je vais faire des cadeaux aux habitants pour qu'ils m'aiment. Même s'il y en a beaucoup et que cette fois-ci, je ne pourrai pas tous les faire monter en même temps. Ah bah ça... Il y en a avec qui j'ai déjà 2 cœurs. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, mais en vrai, c'est plus dur. Sont beaucoup, je trouve que c'est difficile. C'est plus parce qu'ils sont beaucoup que c'est dur de faire beaucoup de. Oui, parce et je sais toujours pas qui choisir, avec qui me marier. J'hésite entre je sais plus comment elle s'appelle, je crois Yuki ou un truc. Yuri. Une médecin tatouée avec les cheveux verts que je trouve très classe. Et voilà, qui. J'avoue, qui éveille un peu mes fantasmes. Et le forgeron gentil et timide qui ressemble à Alexis. Et qui s'appelle Raphaël. Alexis, c'est mon copain pour le contexte. Est-ce que je le laisse ou pas? Oui, tu peux le laisser, ouais, je m'en fiche. Et voilà, il ressemble à Alexis. Du coup, j'étais là, bon, Alexis, genre, je l'ai vraiment ici l'autre jour et j'étais là, je me marie avec toi ou avec elle? Je fais quoi? Il ne m'a pas aidé à choisir. Moi, j'essaye de convaincre un de mes collègues de m'aider à choisir mon futur époux. Mais il est pas méga chaud. Ah, mais à chaque fois qui... Bah, du coup... Voilà. Bah, je pense qu'on a fait le petit tour de nos coups de cœur du moment. Tout à fait, j'aime bien parce que vraiment là je t'ai laissé l'idée l'épisode de A à Z, je suis désolée. J'étais là, oui, tu fais la présentatrice et moi je parle quand non, c'est à mon tour. C'était, tu sais quoi? C'est de bonne guerre parce que Buffy, tu as mené d'une main de maître cet épisode. Donc, je te laisse quand même toujours dire les bonjours, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Hors-d'œuvre. Je suis là, ça c'est le boulot de Elodie, ok? Oui, c'est moi. Décrété. Je suis la femme d'accueil, mais du coup c'est toi qui as toujours le dernier mot. Oui, c'est moi qui dis bisous en général en dernier, tu as raison. Voilà, bah, du coup, on espère que vous irez consulter nos coups de cœur, ou nos c'est chouette, mais il faut pas prendre ça comme un coup de cœur parce que c'est pas décent de dire que c'est un coup de cœur. Et tout ce que Judy a dit qu'elle aimait pas pendant l'épisode, parce que j'ai vraiment dit beaucoup de choses que j'aimais pas. C'est vrai. On a l'impression que j'aime rien, tu sais. Mais non, t'aimes plein de choses. Oui, en vrai, j'aime un tas de choses. J'aime tout. On peut pas tout aimer. Regarde, moi j'aime pas les romances universitaires et pourtant j'adore la romance. C'est vrai, j'allais dire j'aime pas trop la romance non plus. Tu vois. Qu'est-ce que j'aime? Du coup, vous, par contre, vous pouvez aimer cet épisode. Alors, peut-être pas sur les applis de podcast, mais par contre, vous pouvez l'aimer sur nos réseaux sociaux, notamment notre seul réseau social. Sur Spotify, si je me trompe pas, on peut laisser un commentaire. Ah oui. Ouais, donc si vous écoutez depuis Spotify et que nous ne le savons pas, laissez-nous, s'il vous plaît, un petit commentaire. Ça et le premier peut toujours mettre le first. Voilà. Pour qu'on revive nos années de gloire youtubesque. C'est vrai. Aïe. Ça fait toujours plaisir. Et puis, nous, on vous réserve de prochains épisodes sur de prochains films et séries. Alors, je pense qu'on l'annoncera peut-être aussi sur la présentation. On va passer à un format plus bimensuel. Ouais. Mais mensuel. Mono-mensuel. Mono-mensuel. Ouais, un format mensuel, du coup. Ouais, au lieu de... On sortira peut-être pour l'instant qu'un épisode par mois. Pendant un petit temps, le temps qu'on sache vraiment où on veut aller
et quelles sont nos ambitions avec ce podcast. Exactement. Et d'ici là, on vous souhaite une très belle journée, soirée, semaine, vacances. Raton laveur. Aimez plein de choses. Oui, pas comme tu dis. Et portez-vous bien. Bisous.